Bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo qui va continuer à interroger les courants artistiques du 19e siècle, et j'aimerais commencer cette vidéo par une question. Si vous étiez un Français du 19e siècle, qu'auriez-vous pensé du romantisme? Qu'auriez-vous pensé de ce courant qui est la concrétisation d'un désir, d'un ailleurs secret et intime, qui tente le plus possible de créer des ressemblances avec un tableau de la nature, et qui est autrement dit une poétisation du monde? Qu'auriez-vous pensé de ce courant qui, alors qu'il était à la base une charge contre un idéalisme, l'idéalisme classique, est devenu un nouvel idéalisme, cet idéalisme de la nature poétique et de la vie poétisée? Eh bien, je crois que comme un Français du 19e siècle, vous auriez eu l'impression que ce courant était un peu trop naïf pour ce siècle. En fait, nous allons voir dans cette vidéo deux courants qui ont réagi au romantisme, le réalisme, avec l'outil de la prose par excellence, et le naturalisme. Et nous allons d'abord peut-être rappeler quel est le contexte politique à cette époque. Ce 19e siècle commence en effet sur les chapeaux de roue. Souvenez-vous, en 1789, après la Révolution française, le peuple va pouvoir créer une république, c'est-à-dire qu'on voit l'avènement du peuple qui devient son propre maître. Cela va être de courte durée, car juste après, Napoléon jusqu'en 1815 va fonder un pouvoir du plus fort, lui-même grâce à son empire. En 1815, c'est le triomphe à nouveau de la monarchie. On restaure les vieilles familles, et cela va durer, notamment par l'intermédiaire de Louis-Philippe, grâce à la monarchie de juillet en 1830. En 1848, cependant, une nouvelle révolution éclate, révolution populaire qui va donner l'instauration de la République à nouveau, que l'on va appeler la Deuxième République. Cependant, un coup d'État vient rétablir un nouvel empire, celui de Napoléon III. On voit donc que le peuple et la France est malmenés par des prises de pouvoir successives qui ne cessent d'alterner entre pouvoir universel et pouvoir absolu. Cet état du siècle et surtout cette perte de confiance en un idéalisme humain se retrouve concrétisé grâce à l'ouvrage de Gustave Flaubert, Madame Bovary. Dans Madame Bovary, Gustave Flaubert crée une caricature d'Emma Bovary, qui est une femme qui ne cesse d'être perclue des défauts du romantisme et de sa naïveté. C'est une histoire autour d'une personne qui croit en l'histoire d'amour pur et en l'amant romantique des temps anciens et médiévaux. L'histoire se termine d'ailleurs tragiquement pour l'héroïne, qui devient un contre-exemple et incarne une vie que l'on ne doit pas mener et qui oublie la réalité et la prosaïté du monde. Cette prosaïté du monde, cette mondanité, ce réalisme du monde, il va être exacerbé et vraiment mis en avant par les artistes de ce siècle à partir de 1840. Gustave Courbet va par exemple utiliser le Salon de Paris, qui est un salon prestigieux pour les peintres, afin de montrer l'enterrement à Ornans. Cet enterrement à Ornans, qui est un tableau, est trop grand, trop banal, pas assez artistique pour l'époque. Trop grand parce que vous voyez que la grandeur du tableau est telle qu'on devrait normalement garder cette grandeur pour des sujets tels que la mythologie, la Bible ou les grandes épopées, ainsi que l'histoire des héros de France. Trop banal, parce qu'il décrit un enterrement, chose de la vie qui n'a aucune valeur artistique aux yeux du public. Il est donc mauvais, ce tableau. Eh bien, ce n'est pas la vie de Champfleury. Lorsque Gustave Courbet présente son enterrement à Ornans, on voit que le courant qu'il essaye de mettre en avant, qui est un courant qui prône un réalisme de la vue, est destiné à mourir. Cependant, Champfleury va soutenir Gustave Courbet, notamment dans son manifeste, en 1857, qui se nomme « Le réalisme justement ». Il dit « Je dois dire que la pensée de l'enterrement est saisissante, claire pour tous, qu'elle est la représentation d'un enterrement dans une petite ville, et qu'elle reproduit cependant les enterrements de toutes les petites villes. » Ce courant a donc du mal à se lancer. Il a une qualité, cependant, au moins pour Champfleury, c'est qu'il représente quelque chose d'artistique. Il n'est pas seulement une visibilité, il est une vision. Un autre tableau de Gustave Courbet, qui se nomme Le Casseur de pierre, commence à donner un petit peu un ton
à ces tableaux. Gustave Courbet va en effet représenter les choses du monde, les choses quotidiennes, le travail, les choses tristes de la vie, les choses en fait banales et normales. Et il tente de leur donner un piédestal, c'est-à-dire en les montrant dans les salons artistiques, rendre cette quotidienneté visible et artistique. Voici donc les champs et l'esthétique du réalisme. Le réalisme, il tente de rendre artistique le prosaïsme. C'est un style direct. Le but est de rendre des personnages authentiques et réalistes en corrigeant l'idéalisme et la naïveté du romantisme. En littérature, on a notamment Flaubert et Maupassant qui vont s'y essayer. Le but est aussi de dépersonnaliser les sujets et de les indifférencier, c'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre n'importe quel sujet pour le rendre artistique. Il n'y a plus de catégorie artistique et le reste. Tout devient un sujet d'art. Ce qui fait que on valide totalement l'art face à l'académisme qui avait décrit des choses artistiques et des choses qui ne l'étaient pas. Mais le risque, c'est effectivement qu'il n'existe plus d'art, étant donné que tout est art. Eh bien, selon Isabelle Daunet, c'est justement un moment critique pour l'art. Le XIXe siècle découvre la possibilité que l'art puisse se confondre et se perdre, au double sens du terme, dans ce qui n'est pas l'art. Que la frontière qui sépare les deux espaces puisse ne pas être un fossé, ainsi que le classicisme et le romantisme le croyaient, mais une ligne très mince, qu'un rien peut brouiller. Nous voyons donc que cette interrogation par rapport à ce qui est de l'art est toujours valable aujourd'hui. Pourquoi le réalisme est-il la limite de l'art? Eh bien tout simplement parce que ce qu'on voit ne doit pas être trop réel, sinon il n'y a plus de différence avec la vie. Cependant, si on revient sur le tableau de Gustave Courbet, eh bien nous voyons que les gens sont vivants dans ce tableau. Il peut naître une histoire de ce tableau. L'homme qui pleure, l'homme qui regarde, l'homme qui parle. Et puis, les femmes sur le côté représentent des vies anonymes, incolores, qui n'ont pas encore de parole sur leurs sentiments, mais qui sont potentiellement interprétables. On se retrouve donc dans la même perception de l'art que le romantisme le permettait. Tout simplement, il y a beaucoup plus à réfléchir dans l'art réaliste. Car d'abord, le choc provient du fait qu'on a l'impression de ne pas être devant une œuvre d'art. Réfléchissez à ce qui vous embêtait dans Paul et Virginie. Le problème de Paul et Virginie, c'était que finalement l'histoire était peu plausible. Ce que le réalisme essaye de corriger, c'est ce problème d'authenticité, de possibilité, de plausibilité. Il y a un courant qui va ensuite porter encore plus loin l'exercice. Il s'agit du naturalisme. C'est un mouvement littéraire de la fin du XIXe siècle qu'Émile Zola va vraiment incarner. Émile Zola, il va s'intéresser à la méthode scientifique, à l'expérimentation scientifique, et il va essayer de l'appliquer à la littérature. Ce que la science permet d'expliquer à ce moment-là, c'est que l'homme, il est créé à cause d'un milieu qui lui donne ses caractéristiques, qu'il soit né à un tel endroit, à une telle époque, dans une telle famille, qu'il ait eu accès ou non à l'éducation, qu'il ait eu accès ou non à la religion et à l'histoire, vont faire de lui quelqu'un, et quelqu'un qui va donc découler de son milieu. Ce qu'ils essayent de détruire, les naturalistes, c'est l'idée essentialiste de l'être humain. Par exemple, que l'être humain est bon ou mauvais par nature. Selon les naturalistes, la bonté ou les défauts de l'homme naissent plutôt de son milieu auquel les personnages ont du mal à s'échapper. Il y a donc une étude du milieu social des personnages très forte, avec des questions que la sociologie a reprises depuis, c'est-à-dire les relations familiales, les relations aux grandes structures de la société, les relations amicales et personnelles du type amoureuse. On a par exemple des histoires qui vont traiter des basses classes de la société. Enfin, on met en avant l'ouvrier, l'agriculteur, la personne pauvre, la personne qui a du mal à s'en sortir dans une société qui l'a détruit. Il nous restera à voir l'effet de réel que nous travaillerons par l'intermédiaire de textes que je vous distribuerai, textes qui seront issus de livres réalistes et naturalistes, ainsi que grâce à un article universitaire. Je vous remercie de votre attention et je vous dis bonne journée.